Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouquin bélier, une bête, une brute, je suis hanté le rut, le rut, le rut, le rut. C'est parti? Ça tourne. Action! Yes! Française. Cool. Et pour que vive la France? Vive le roi. Yes! Ah, ça me poussait dégueulante à l'action française, c'est grave, j'aime bien. Alors, d'habitude, aux conférences auxquelles j'étais, il y avait toujours un système de sécurité. Et là, j'ai l'impression de faire la conf pour le système de sécurité. C'est génial, tout le monde est armé, il y a des flingues planquées dans les trucs, au-dessus, il y a des bâtons. C'est génial, super sensation. Alors, je vous explique un petit peu mon programme qui a changé, mais je vous raconte ce qui s'est passé. Je devais commencer la conf avec un petit fight club. Et sans déconner, j'allais demander à... Bon, le message n'est pas passé, mais je t'aime quand même. de prendre des gants et des protège-dents. J'ai mes gants et mes protège-dents. Je suis pas boxeur, hein, j'ai aucune technique. Mais voilà, je suis pas un mec connu, on se connaît pas encore. Et je sais pertinemment par expérience qu'on écoute un mec qu'on connaît. Là, aujourd'hui, je viens de délivrer un message. Me connaissant pas, mon message a plus ou moins de crédit. Et je comptais commencer comme ça, trouver le mec le plus généreux parmi vous, qui veuille bien se mettre au milieu du cercle avec moi et échanger des coups de poing. Non, mais sérieusement, c'est le meilleur moyen de fraterniser en 5 minutes. Et je suis habitué, je donne des stages en Russie. Avec mes gars, on se tape sur la gueule, on fait des fight clubs avec des gants, des protège-dents, tu vois, pour pas se péter des dents ou la mâchoire. Mais ça change l'ambiance tout de suite. Tout de suite, les gens savent que le mec qui s'implique physiquement avant de délivrer son message, il est impliqué dans son message. Tu verras jamais un politicien au début se mettre sur la gueule avec les autres pour vendre sa soupe, quoi. Donc voilà, c'était mon projet. Je sais qu'avec des mecs comme vous, ça serait très bien passé. Par Jean-Marie Le Pen. Ah ben voilà. Disons qu'il surclasse la politique, c'est autre chose. Ouais, petit hommage au menhir. Et ceux qui ne le savent pas, je me fais appeler John pour des raisons de divertissement, c'est mon nom de scène. Mon vrai prénom, c'est Jean-Marie. Jean-Marie nous a donné la permission. C'est mon prénom de baptême, voilà. Bon, même si je suis pas encore, voilà, je me suis pas battu, donc je m'attends pas à être accepté dans votre communauté comme un frère tout de suite comme ça. Mais qu'importe, je vais compter sur votre bienveillance, votre politesse pour m'écouter. C'est cool. Je trouve que c'est un peu limite de compter sur la politesse de son audience pour s'exprimer, mais je sais que je suis avec des gens bien aujourd'hui, donc je vais compter là-dessus. J'ai même des amis dans la salle. Donc voilà, je compte dessus. Merci. Je vais compter sur votre gentillesse sans la moindre crainte. Pour délivrer un message, il faut être considéré comme un frère et il faut aussi qu'on sache qui je suis. C'est ma position qui va donner du crédit à mon message. Et je vais commencer par vous raconter qui je suis, parce que la plupart d'entre vous n'en savent rien, on ne se connaît pas encore. Donc c'est facile. Je suis enfermé dans les toilettes de cette boîte échangiste. Ouais, c'est une histoire, je vais vous raconter. Alors, je suis enfermé dans les chiottes d'un club libertin. Et je monte sur scène dans 10 minutes. Je suis chauffeur de partouze. Je vous jure, c'est mon boulot. Je baise sur scène devant la foule en début de soirée en club libertin pour chauffer les partouzes. Des fois, c'est timide en début de soirée, il faut un mec comme moi. Sauf que je ne l'ai jamais fait. Évidemment, j'ai raconté au patron du club que j'avais de l'expérience, que j'avais l'habitude. C'est des conneries, je ne l'ai jamais fait. Et je suis terrorisé. Donc j'ai des picotements dans les épaules, j'ai le bide en vrac et j'ai la chiasse. Je me branle un coup, tu vois, pour essayer de relancer la machine. C'est 10 minutes avant de monter sur scène, tu vois, si j'avais une petite érection, ça me donnerait de l'espoir. Et il n'y a rien qui vient. J'ai l'impression d'avoir la bite anesthésiée, donc c'est l'horreur. Et il y a le patron qui tape à la porte. Tu montes sur scène dans 10 minutes, 10 minutes. Je suis dans la merde. Et c'est ma faute. J'ai toujours été un obsédé. C'est vrai. Quand j'avais 7 ans, ma mère m'a inscrit à l'école de danse du village.
danse classique. Ouais, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Et en fait, c'était génial. J'étais le seul mec. Toutes les nanas m'adoraient. J'étais la mascotte, surtout les grandes, 15-16 ans. Elles m'adoraient avec mes belles boucles blondes, mon regard qui pétille. Ouais, à l'époque, j'avais des cheveux, des boucles, je te jure, j'avais des cheveux, des boucles blondes. Et j'ai toujours le regard qui pétille. Tu sais pourquoi je les regardais comme ça ? Je voulais toutes les baiser. Vraiment, à 7 ans, je voulais toutes les baiser, c'est la vérité. Techniquement, je ne savais pas encore comment faire. J'avais mon idée, tu vois, plonger ma tête dans des nichons. J'ai grandi et j'ai gardé cette motivation. Je veux dire, je voulais baiser plus que n'importe qui. Je me retournais sur chaque cul dans la rue, je pensais qu'à ça toute la journée. Et la nuit, je n'en dormais pas. C'est maladif, hein. J'avais tellement de frustration que je ne dormais pas. Je hurlais en tapant sur mon matelas. Je répète, je poussais des hurlements et je tapais sur mon matelas, tellement j'étais frustré. Il y en a sûrement qui ont fait pareil. Non, mais je rigole pas, c'est pas une blague. Et j'avais du mal à l'adolescence à trouver des partenaires aussi motivés que moi. Donc évidemment, il y avait le porno. Et c'est marrant, hein, parce qu'à l'école, j'étais incapable de retenir une leçon. Là, genre les chambres à gaz et tout, ça rentrait pas. Non mais c'est vrai. Et pourtant, même encore aujourd'hui, pourtant, j'ai mémorisé plus de 80 gigas de vidéos porno, plus de 100 000 photos de cul, parfaitement en mémoire. Tu vois, le cerveau humain est incroyable. Et j'ai continué mon chemin, tu vois, à force de travail, de stratégie, j'ai collectionné les amantes, j'ai commencé à prendre part à des partouzes, à devenir un peu acteur porno, faire quelques films, et ce soir, pour la première fois, je vais baiser sur scène devant du public. Tu montes sur scène dans 5 minutes. Putain. Je suis pas bien, hein, j'ai le bras qui tremble et tout, je suis toujours terrorisé. Je finis par sortir des shots, faut que j'y aille. Ma partenaire, il va en premier, j'envoie, vas-y. Elle prend la pause, elle est magnifique. Les gens sont installés sur des sofas, ils la regardent, ils aiment ce qu'ils voient, ils veulent en voir plus, ils veulent voir de l'action. Ça, c'est mon boulot, l'action. Ouais. Donc j'y vais. Elle commence à m'embrasser, me caresser, se met à genoux, elle commence à me sucer. Il n'y a rien qui se passe. J'ai la bite qui reste molle, je sens rien. Et pour l'instant, ça voit, tu vois, ça se voit pas trop parce que j'ai la bite cachée dans sa bouche. Mais. Non, mais rigole. Bah, c'était l'enfer. Je te jure, c'était un des pires moments de ma vie. Ça se voit pas trop. Mais je peux pas rester comme ça toute ma vie. Il va falloir que je bouge. Et les gens commencent à s'en rendre compte qu'il y a un truc bizarre. Ça dure. Il y a un couple qui se lève de son sofa et qui se barre. Je profite de l'opportunité, je soulève ma partenaire, je cours, je la jette sur le sofa, je commence à lui faire un cul et je mastique comme un malade pour choper une érection, tu vois, en mode survie. J'arrive à choper une demi-molle et là, comme un lapin, tu vois, je bondis, je pénètre ma partenaire et là, je gesticule comme je peux, survie. Dans cette situation, pour survivre, il faut bander. Je fais abstraction du reste, ok, je regarde pas les gens, je gigote un certain temps. Je finis par oser relever la tête pour voir ce qui se passe autour. La salle s'est vidée. J'ai mis mal tout le monde, tu vois. Les gens ont senti que j'étais en panique. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais je veux même pas les regarder. C'est le genre de vicelard qui s'arrête sur l'autoroute pour voir les accidents. C'est horrible ce qui vient de se passer. Évidemment, j'ai pas eu le boulot. Ouais, c'était un entretien d'embauche. J'ai pas eu le boulot. Et je rentre chez moi avec des séquelles psychologiques. Mais grave, hein. J'étais un obsédé, j'avais mes problèmes et tout, mais au moins j'avais confiance en ma bite. Et là, elle m'a lâché, j'ai une panne. Avoir une panne de puissance sexuelle en public, et imaginez-le 2 secondes. Je vous laisse 2 secondes. Sans déconner. Imaginez-le. C'est l'horreur. Je rentre chez moi avec mes séquelles psychologiques. Et c'est pas fini. Parce que le lendemain, j'ai un autre entretien d'embauche. Véridique. Dans le plus grand club libertin d'Europe. Qui est juste à côté. Je vais monter sur scène devant plus de 1000 personnes pour faire la même chose. Entretien d'embauche. Et j'ai un côté kamikaze, hein. J'y vais et j'arrive au club. Le patron m'envoie sur scène, il dit vas-y, mais vas-y tout seul. Pardon? Seul? Il dit ouais, tout seul. Montre-moi ce que tu fais tout seul. Je savais même pas ce qu'il voulait que je fasse. Je fais quoi? Je monte sur scène, je me prends. Sans déconner. Et entretien d'embauche, le mec qui me dit de faire un truc, faut faire tes preuves, hein.
Donc je suis monté sur scène, à poil, tout le monde est à poil, hein, c'est un club libertin, je monte sur scène, et ça m'est venu naturellement, comme dans le clip I'm Sexy and I Know It. Le mec, il fait rebondir sa bite comme ça, et j'ai commencé à faire rebondir ma bite sur le ventre, sur le rythme de la techno. À la base, je voulais comme co-conférencier Salim Laibi. Et c'est en écrivant la conf, au ce moment de la bite qui rebondit sur mon ventre, je me suis dit, c'est mort, il ne fera jamais. Mais il a hésité, hein. Je le remercie, il a fait ma pub pendant 6 mois. Je reviens. Donc je suis sur scène à faire rebondir ma bite et les gens se marrent comme vous, je me marre aussi, génial, bonne ambiance. Donc j'envoie ma figure hélicoptère. Et attends, non, je vous demande de pas rigoler, c'est une figure extrêmement technique, là, un peu hors caméra, mais tout se joue sur le genou en fait. On dirait pas, ça se joue sur l'amorti du genou et un mouvement latéral comme ça. Tu synchronises les deux. Mais c'est très dur, essayez à la maison, vous allez voir, c'est extrêmement difficile. Et quand tu synchronises, t'as cette sensation incroyable. Hélicoptère. Et donc je le fais, les gens applaudissent, ça marche, hein, c'est quand même une figure technique. À ce moment-là, le boss il a envoyé ma partenaire, elle me rejoint, elle me caresse, elle m'embrasse, elle commence à me sucer, et ça part, je décolle. Je bande à bloc, je suis comme un rock, je suis au top. Et donc, j'ai pu faire mon boulot, passer à l'action, gérer mes positions et tout ça. L'atmosphère a complètement changé, les gens ont arrêté de rigoler. Ça s'est mis à murmurer, tout ça, comme ceux qui sont habitués dans les boîtes libertines. Vous voyez cette ambiance un petit peu feutrée. Tu vois de quoi je parle. Et bref, les couples se caressent, et bam, la soirée a démarré. J'ai fait mon boulot, et d'ailleurs, j'ai eu le boulot. J'étais embauché 2 fois par semaine, je devais revenir, sauf que je sais pertinemment que j'ai réussi cette performance sur un coup de chance. J'ai eu de la chatte. Ça aurait aussi bien pu foirer comme hier. J'aurais pu m'exploser en plein vol. Et je le savais. Et j'étais terrorisé à l'idée de revenir dans quelques jours pour recommencer. Terrorisé. Parce que ça pouvait se planter. J'avais tellement peur de m'humilier de nouveau en public. Vous savez ce que j'ai fait ? Du Viagra. Certes, au début. J'en ai un petit peu. un petit peu en dégressif. J'en parlerai peut-être après. Mais c'est de la drogue, hein, c'est une merde, il faut pas en prendre. Au tout début, ça m'a aidé. Mais ce que j'ai fait réellement qui m'a permis de tenir le job, c'est que je me suis entraîné comme un dingue. J'avais vraiment peur, donc je me suis entraîné comme un boxeur qui a peur avant un match et qui s'entraîne. Donc c'est un entraînement solitaire, sexuel. Je me suis entraîné comme un dingue. Entraînement physique, mental et énergétique. Il y a des méthodes chinoises en fait pour l'entraînement énergétique. Et cet entraînement, comme n'importe quel performeur ou sportif, le but c'était d'avoir de la puissance et du contrôle. C'est ce que tous les sportifs veulent. Et en fait, il s'est passé quelque chose. Je l'ai obtenu, ça, mais j'ai obtenu beaucoup plus. J'ai obtenu la santé et l'équilibre. Ça m'a transformé. Et il y a une révélation. C'est pour ça que je fais une conférence aujourd'hui. C'est parce qu'au cours de cet entraînement, j'ai eu une révélation. Et en fait, c'est logique. C'est logique. Les organes génitaux sont la connexion la plus directe qu'on a avec nos organes internes. Donc, prostate, système digestif, les reins, et des organes internes en bonne santé. Parce que quand on prend soin de ses organes génitaux, en même temps, c'est lié. On prend soin de ses organes internes. Des organes internes en bonne santé, c'est une bonne vitalité. C'est une espérance de vie plus longue. C'est une transformation. Ça a changé la manière dont je dors, la manière dont je mange. Je suis devenu végétarien, alors que j'en ai rien à foutre de la cause animale. Mais quand je mets de la viande en bouche, aujourd'hui, je sens que c'est pas bon pour mon corps. J'ai développé une sensibilité que j'avais pas du tout avant. Je mange plus de sucre. Il y a certains types de gras que je mange plus de beurre, je mange plus de lait, mais c'est pas, on m'a pas donné la liste. Je mets en bouche, je sens. Et surtout, ça a guéri ma frustration. J'ai eu plein de palliatifs, j'ai fait du porno, j'ai eu plein d'amendes, des machins et tout. Donc ça c'est du substitut. C'est comme un camé à qui on va lui donner des pilules pour oublier le manque. Mais l'addiction reste, la frustration demeure. Ma frustration était restée toute ma vie. Je l'ai plus. En pratiquant mes exercices, ces exercices énergétiques notamment, je me suis guéri de la frustration. Frustration, c'est une accumulation de tensions sexuelles. J'ai guéri ce truc-là. Je l'ai diffusé dans mon corps. Je l'ai transformé en vitalité, ce truc. Ça m'a transformé. Ça a même aiguisé ma conscience politique. C'est pour ça aujourd'hui que je m'exprime devant un groupe qui est très politisé,
ou que j'ai rejoint ER, c'est complètement lié. Ça a aiguisé ma conscience politique, ça m'a transformé. Et pourquoi je vous raconte tout ça? En gros, c'est la solidarité masculine. C'est un truc auquel je crois énormément. Je pense qu'il n'y aura pas de révolution positive, entre guillemets. On ne pourra pas sauver la France sans cet élément clé, la solidarité masculine, la camaraderie. C'est un élément hyper essentiel dans tous les groupes patriotes que j'ai fréquentés, la solidarité masculine. Et moi, c'est ce truc auquel je crois, qui fait qu'en ma position de mâle français, quand je vois des compatriotes, quand je vous vois, je souhaite votre bien. Donc je viens ici délivrer mon message et offrir ce que j'ai de meilleur, les informations qui me paraissent les plus importantes, et faire un témoignage, un partage sur mon domaine de compétences précis. Parce que je suis un marginal. Aucun d'entre vous deviendra chauffeur de partouze. Non, mais il y a peu de chance. Et s'il y en a qui sont intéressés, je file les contacts. Mais sans doute, aucun d'entre vous deviendra chauffeur de partouze. Par contre, ce que j'ai collecté comme information au cours de mes recherches, les exercices que j'ai trouvés ou ceux que j'ai créés, ils seront utiles à chacun d'entre vous. Messieurs, dames, il y a quelques femmes, je vous souhaite la bienvenue à ma conférence. Bienvenue. Donc, je m'appelle John. Je suis le plus grand coach sexuel au monde. C'est ce que je me répète dans les toilettes tous les matins pendant 15 minutes. Et ça marchera, la pensée se matérialise. Aujourd'hui, le micro va passer de main en main dans les rangs pour que chacun s'exprime et se conscientise sur le vivre ensemble, se sensibilise au... Non, je déconne. La conférence s'appelle « Ma bite et mon drapeau ». Donc, évidemment, je l'ai pris avec moi. Déjà, quand je faisais du spectacle de rue, je le prenais avec moi. Il est un peu sale, hein, c'est parce qu'il est, il est sur ma façade. Il a fait des partouzes. Non, il est un peu collant même, c'est vrai. Mais... Non. Il a... Est-ce que j'ai déjà emmené mon drapeau en partouze? C'est possible. Mais il y a des nationalistes dans tous les milieux. Ce drapeau, ça va être mon co-conférencier. Je le trimballe partout avec moi. Il est vachement important. Je pense qu'il faut qu'on se réapproprie nos symboles. Je regrette de ne pas voir des drapeaux français sur les maisons. Je suis un grand voyageur. Dans tous les pays où je vais, les gens ils ont très fréquemment des drapeaux qui ne sont pas des drapeaux municipaux. C'est les gens qui achètent eux-mêmes leurs drapeaux et qui les mettent sur leur baraque, qui sont contents. Tu vas aux États-Unis, tous les ricains ont leur drapeau américain sur leur baraque. Les Anglais, ils sont tellement malins, ils vendent même leur drapeau à l'international. Et en France, j'aimerais bien pas être le seul à avoir mon drapeau sur la façade. Bon, aujourd'hui, je suis avec des gens qui respectent et qui aiment le drapeau, donc je prêche des convaincus, mais je le trimballe avec moi. C'est important pour moi, ce symbole. Je vais commencer la conférence. Pour ceux qui sont en vidéo, qui savent pas où on est et qui voient pas vraiment l'ambiance, je vais raconter un petit peu où je suis, avec qui je suis. C'est important de contextualiser. Aujourd'hui, je sais pas si on peut voir derrière, rendons les Français à la France. Action française. Ah, ça c'est les antifas qui viennent nous attaquer. Donc bref, ici c'est l'Action française. Je vais raconter pour la caméra, pour ceux qui verront la conférence, qui est l'Action française, qui puisse s'intéresser à vous, qui puisse aller sur vos sites, découvrir votre pensée. Moi je vais dire ce que je pense de l'Action française, ou vous présenter en 2 secondes. L'Action française sont des royalistes, okay, qui souhaitent le retour d'un roi. Et je ne suis pas versé dans la culture royaliste, je n'ai pas reçu cette éducation, donc je ne peux pas trop en parler, mais je suis comme n'importe qui en fait qui entendrait des mecs qui veulent le retour du roi, comme le premier connard venu dans la rue qui n'a aucune idée de ce que c'est le royalisme. Et ma réaction première, en tant que patriote, c'est de me dire pourquoi pas. Je me fais l'image d'un roi, d'un mec qui aime la France, qui au moins n'est pas le pantin d'une puissance étrangère. Donc... première réaction de moi qui suis un néophyte qui ne connaît pas du tout le royalisme, c'est pourquoi pas, vas-y raconte, c'est qui le prétendant au trône, comment ça se passe, c'est quoi son projet. Donc pourquoi pas. Je vois bien d'un bien meilleur œil un mec qui a du pouvoir vraiment, mais éclairé, et qui aime la France surtout, que les traîtres qu'on a depuis, je sais pas, ça fait 50 ans qu'on a des traîtres au pouvoir.
À peu près. J'entends 200 ans dans le fond, qui dit mieux. Chacun, mais je crois que c'est pas l'important en fait. Mais bon, en tout cas, Trop longtemps. Ouais, voilà, on est d'accord. On est d'accord. Je partage avec les royalistes l'amour de la France, clairement. C'est là-dessus où on s'est entendu. C'est ce qui fait que je suis allé à la rencontre des royalistes de l'Action française à Aix-en-Provence. C'est la ville d'où je suis, c'est à côté. Là, on est à Marseille aujourd'hui. Et j'ai eu des discussions super intéressantes avec eux. Donc, déjà, pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai pas raconté grand-chose. Renseignez-vous vous-même. Allez sur le site. C'est quoi d'ailleurs ? Actionfrançaise.net. Actionfrançaise.net. Et bref, j'ai eu des discussions super intéressantes avec les royalistes. Comme je vous disais, moi, mon boulot, c'était chauffeur de partouze. Et les royalistes que j'ai rencontrés, c'était PAM. Alors, PAM, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pas de sexe avant le mariage. Ça doit être dur à chauffer en partout. Imagine la gueule de la discussion. Alors, donc, ils avaient leur position, j'avais les miennes. Hein. On n'était pas d'accord sur tout. Vous savez quoi ? Les mecs m'ont écouté avec un niveau d'attention et un niveau de respect. Ils m'ont estomaqué. Quand j'ai ouvert la bouche, regard, oreille, ils m'ont écouté. Vraiment. Ce qui fait que quand eux, ils ont pris la parole, tu vois, j'ai eu envie de rendre l'appareil, de les écouter. Et putain, ils avaient des arguments super solides, limite plus que les miens. Ils m'ont carrément fait bouger sur mes positions. C'est-à-dire, je mène toujours la vie à la façon dont je la mène, mais ils m'ont fait comprendre pas mal de choses, en fait. Ils m'ont aidé à comprendre, tu vois, on a en amour commun la France, donc une certaine image de la France, de la douce France. Ils m'ont fait comprendre que cette douce France, c'est une civilisation qui s'est bâtie quand même sur un certain modèle. Et si ce modèle déviait pour commencer à me ressembler, si toute la population se comportait comme moi, ça partirait peut-être en sucette. Et moi je leur disais, mais non, ça partirait en couille complet. Il faut pas. Il faut surtout pas que tout le monde commence à fonctionner comme moi. Ça ne marcherait pas. Je sais comment je fonctionne. Ça ne fonctionnerait pas. Il faut pas que... Je suis une minorité. Je suis un déviant sexuel. Je représente une minorité. Et je suis un marginal, c'est tout. Et ils m'ont fait comprendre qu'en fait, en tant que marginal, c'était à moi de m'adapter à la France. Surtout si j'aime la France. C'est pas à la France de s'adapter à moi. Clairement. C'est là où ils font évoluer mon point de vue. Et c'est ce que je veux faire. Et en même temps que j'ai rencontré, qui me racontait ça, t'avais tous les événements avec les propagandes LGBT. Donc t'avais tous les représentants LGBT, donc gays, lesbiennes et tout, qui allaient dans les écoles expliquer aux enfants, mais être homosexuel, c'est pas spécial, c'est normal. Vouloir changer de sexe, mais c'est normal, c'est bien en fait, vas-y. Et avec leur discours et tout ça, je me rendais compte que non, c'était fou. Et je me mettais à leur place, je me disais, attends, est-ce que si moi, l'éducation nationale m'appelait, ah ouais, vous êtes... J'organise des conférences sur le libertinage. J'ai fait ça. En fait, c'est ma femme qui parle et moi, je suis son singe savant, on va dire. Je fais le zouave quand elle me demande de faire le zouave. Ouais, je vous le dis, c'est ma première conférence. Ouais, je suis un peu intimidé. Alors, normal, mais ça sera jamais pire que baiser sur scène. Et qu'est-ce que je racontais ? Oui, si moi, l'éducation nationale m'appelait pour dire, vas-y, va raconter aux gamins que bon, docteur c'est bien, avocat c'est bien, mais chauffeur de partouze, ça gagne. Tu vois, là je peux le sentir avec mes tripes, me dire non, si j'avais un collègue qui allait faire ça, je me battrais avec lui, mais pas pour rigoler. Vraiment, je serais son ennemi. Il faut surtout pas. Ça foutrait tout en l'air, et ils foutent en l'air tout ça avec leurs conneries. Ou quand je vois une minorité en France qui a des réclamations, qui veut que la masse, le peuple s'adapte à leurs conditions à eux. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et en fait, si moi j'étais dans la naïveté, je partirais du principe qu'il faille que j'ai ce caprice, tu vois, que je m'organise en communauté avec des libertins, et que je veuille que les gens normaux s'adaptent à mon style de vie, que je puisse me balader à poil au supermarché, faire l'hélicoptère. Et je sais d'instinct que j'ai assez d'équilibre pour savoir que non, il faut pas, c'est spécialisé pour des gens déviants qui veulent ça. La France est très tolérante avec ses minorités, et voilà, je suis heureux que ça soit comme ça. Et je voulais en dire un truc important que je viens de zapper, c'est ça les conférences. Je vais profiter de ce petit trou pour boire de l'eau.
Applaudissez pendant que je bois ça. Une vieille technique de spectacle de rue. Ah, je sais ce que je voulais dire, putain, je sais, ça va vous plaire. Oui, je disais, c'est quoi un mec normal? On va le définir. Un mec normal, c'est un Français. Enfin, en France, en tout cas, un mec normal, c'est un Français. Et un Français, c'est quoi? Et la France, c'est quoi? La France, à mes yeux, est un pays chrétien, n'en déplaise. Et je suis même pas croyant pratiquant, je suis issu d'une famille chrétienne, j'ai vécu là-dedans, ma mère jouait la guitare à l'église et ma grand-mère, elle travaille dans une église et j'ai reçu vraiment cette éducation, le message du Christ, sans avoir la foi, on peut le recevoir quand même. Hein. Le modèle masculin du Christ, cette puissance masculine, en tant que coach sexuel, sans problème. Ton modèle masculin, c'est Jésus, on n'a pas fait plus viril. Il n'y a pas de souci, vas-y, je soutiens. Donc la France est un pays chrétien, je ne valide pas du tout le laïcisme, je le vomis. Clairement, la religion laïque me débecte, elle est anti-française à mes yeux. La France est un pays blanc, bon, on est blanc, voilà. On accepte nos minorités, comme je disais, on est très tolérant dans ce pays, et moi-même je suis très tolérant avec les minorités, j'ai pas de problème avec eux, mais on est un pays blanc. Les Français, quand ils fonctionnent en couple, ils fonctionnent de manière hétérosexuelle, comme tous les humains. La norme, c'est l'hétérosexualité. Le reste ne fonctionne pas physiquement. Et de manière monogame. On n'est pas une culture polygame. Donc c'est ça la norme. Et en tant que minorité qui aime la France, ma position, c'est je m'adapte. Parce que c'est ça la méthode civilisationnelle qui a conduit à la douce France, à la belle image qu'on a de la France, quoi. Donc voilà, c'est juste ça que je veux dire. Qu'est-ce que c'est la norme? À mes yeux, elle est là. Je pense on peut discuter parce qu'on partage cette vision, quoi. Et donc voilà, je vous disais, pourquoi m'écouter alors que je suis issu d'une des minorités, quoi. Pourquoi m'écouter? Pour mes recherches. De par ma particularité, je suis allé dans des recherches où vous ne seriez pas allé. Et vous n'aurez jamais mon style de vie, mais j'ai des informations à transmettre qui sont intéressantes. C'est tout, je suis un chercheur qui revient avec ses cicatrices et qui dit voilà, j'ai ça. Et j'ai cette fraternité, j'ai cette envie de le transmettre, sincèrement. Genre, il me disait, je sais plus, elle est payante l'entrée de la conférence et tout. J'y ai pas réfléchi une seconde, je suis pas du tout dans ce mode-là. Je suis pas venu en me disant, ouais, je vais faire de la gratte et tout, j'ai rien à vendre, là, j'ai une banane, les gars. On ne veut pas savoir ce que tu vas faire avec ta banane. Bon, bref, voilà. On va parler un petit peu du contexte en France sur l'identité sexuelle, faire un petit constat. Et je ne vais pas trop développer ou faire de démonstration parce qu'elle a été faite par plein d'analystes sérieux, le constat qu'il y a une crise d'identité sexuelle en France. Il y a plein d'analystes sérieux qui démontrent par A plus B que les hommes en France ont perdu leur masculinité et que les femmes ont perdu leur féminité. C'est pas tout le monde, tu vois, mais il y a une perte de masculinité et de féminité des deux côtés qui est terrible. Et je vais pas refaire une démonstration, il y a des gens qui l'ont très bien fait, Alain Soral notamment, Zemmour est tombé d'accord là-dessus aussi. Voilà, il y a une perte d'identité sexuelle et on la constate. Je vous l'ai dit, je suis un grand voyageur, ça se voit visuellement. Hein. En Russie, par exemple, où ils ont préservé leur identité sexuelle de manière très forte et ils ont préservé leur identité nationale aussi. Hein. Les Russes, ils n'ont pas de problème avec leur drapeau ou avec le fait d'être heureux et fiers d'être Russes. Bref, tu suis un Russe dans la rue, même s'il est de dos, tu sais si c'est une fille ou un garçon. À coup sûr. C'est impossible de se planter. Vraiment, c'est impossible. Tu vas à Paris, putain, je suis perdu, je comprends plus. Ouais, c'est mignon ça, et en fait... Non mais c'est même visuellement... Donc voilà, je vais pas m'amuser à faire la démonstration de ce constat qui a été fait par plein de gens, que je pense qui est validé. S'il y en a un dans la salle qui n'est pas d'accord avec ce constat sur la perte de l'identité sexuelle dans le peuple français, ben il peut toujours aller organiser sa propre conférence et exprimer son point de vue ailleurs, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, ouais, c'est pas la démocratie mes conférences, clairement. J'aime pas la démocratie non plus, j'y crois pas. Alors, les causes, pareil, je vais évoquer ça assez vite. Je parlais de l'alimentation. Ce qu'on mange perturbe nos hormones et fiotise les mecs. Je sais pas si c'est scientifique comme expression, fiotiser les mecs. Mais dans le concret, c'est ça. Hein.
Quand on s'empoisonne, physiquement, on dégrade nos organes internes déjà en s'empoisonnant. Donc ça a des conséquences. Hein. Un type qui a des organes internes en mauvaise santé, il n'a pas d'érection, c'est mort. Un type qui a des problèmes de prostate, par exemple, ou des problèmes aux reins, même des problèmes de dos peuvent causer des problèmes d'érection, mais les problèmes aux organes vitaux, c'est mort. Votre sexualité, elle est foutue. Dans les aliments, on trouve ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui perturbent vos hormones. Ça vous fait pousser les nichons, par exemple. Donc quand t'es un mec, c'est pas terrible. Donc il y a l'alimentation en cause. Il y a eu beaucoup de politiques. On a eu la fausse révolution sexuelle qui nous est venue des États-Unis, qui me fait énormément de mauvaise publicité parce que je suis un peu un révolutionnaire au niveau du sexe. Mais ils se sont appropriés ce mot révolution sexuelle, les Américains, où ils nous ont amené le féminisme. C'était des illusions. Comme la démocratie aujourd'hui est une pure illusion, leur révolution sexuelle est une illusion. Ils nous ont vendu l'idée d'une liberté sexuelle, mais en fait pour nous vendre des produits. Ils ont transformé le sexe en consumérisme. C'est pas du tout une révolution sexuelle, c'est une capitalisation du sexe qu'ils nous ont apporté. Ils nous ont apporté le féminisme. Donc pareil, il y avait une carotte, hein, pour que les gens mordent. La carotte, c'était l'égalité. Les femmes égales de l'homme. Elles sont pas du tout devenues l'égale des hommes, elles sont devenues les concurrents, les ennemis. Ça se bastonne. Et puis la vraie intention, c'était de faire bosser les femmes, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait travailler la population féminine, c'est la moitié de la population, donc c'est des taxes. Donc il y a eu ces causes qui sont immenses, et puis il y a évidemment les causes de propagande. Donc tout le cinéma américain, la télé, les médias, puis l'éducation nationale même, pousse à créer de la confusion sur l'identité sexuelle. Tous nos instruments de propagande, en France en tout cas, feront jamais à la promotion de la virilité et de la féminité. Enfin, c'est pas ce qu'on voit, quoi. C'est l'opposé. Donc voilà, les causes, je voulais en parler vite fait pour ceux qui suivent, mais il n'y a pas non plus à développer. Je sais, vous connaissant que vous êtes des gens cultivés, que vous-même vous pourriez développer beaucoup plus que ça sur les causes, je pense. Donc je ne vais pas faire cette ressasse, c'est pas mon rôle, quoi. Je vais un peu vous parler des conséquences, parce que même si vous avez votre point de vue sur les conséquences de la perte d'identité sexuelle, et j'ai une sensibilité et une forme de professionnalisme qui fait que je vois les conséquences probablement différemment de vous. Je vous donne un exemple. Je vois de manière tangible dans la rue, c'est comme si je pouvais le toucher, la mésentente entre hommes et femmes en France. Et je dis pas ça pour créer de la merde. Je dis ça parce que ça me fait de la peine. Ça me fait souffrir. Je vois les hommes et les femmes en France qui s'entendent pas bien. Et c'est pas que ma sensibilité professionnelle qui me le fait capter, c'est également mes voyages. Je compare avec d'autres pays. Je reviens à la Russie, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est une des plus belles populations que j'ai jamais rencontrées. Mais pas que les femmes, je veux dire, les mecs sont beaux aussi. La relation homme-femme en Ukraine est magnifique. Ils s'entendent bien. Et vous savez pourquoi ils s'entendent bien ? Parce que les rôles sont super clairs. Le mec est viril, et la femme est féminine. Ça marche tout seul quand les gens ont des positions claires. Mais c'est comme dans une entreprise. Hein. Si tu as un poste clair, que tu as une position claire, que tu sais ce que tu as à faire et comment le faire, et que personne vient t'emmerder et te marcher sur tes plates-bandes, bah tu fais ton boulot. Surtout si tu es compétent pour le faire. Quand on tient ses positions, ça tourne. Moi, c'est ce que j'ai vu en Ukraine. En Ukraine, c'est là où ça tourne le mieux, à ce niveau-là, au niveau relationnel homme-femme. Et voilà, avec ma sensibilité, je vous dis, je souffre quand je suis en France. Je vois la manière dont les femmes parlent aux hommes, à quel point elles sont sur la défensive, il y a quelque chose de conflictuel, à quel point les hommes français manquent de confiance quand ils parlent aux femmes. Parce que d'expérience, ils savent qu'ils se font rentrer dedans, putain, c'est dangereux en France de parler à une femme. Comparé à d'autres pays, ça fait peur. Et donc ce truc me fait souffrir. Et d'ailleurs, en tant qu'homme, je vous dis, la seule chose à faire par rapport à ça, c'est de tenir vos positions de bonhomme. Être fort, être bienveillant et être viril. C'est tout ce que vous pouvez faire face à une femme agressive. Soyez bienveillant, soyez fort et bienveillant. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et ayez un sens des priorités. Hein. Offrez pas trop votre temps et votre énergie à des femmes trop confuses. Offrez-les plutôt à des partenaires privilégiés, vos proches, les filles qui ont fait le travail de féminité aussi, quoi. Bref, je vois des conséquences comme ça là, dans la rue, comme des murs, je peux les toucher. C'est dur à exprimer. Enfin bon, vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Et je vois des conséquences politiques.
Je comprends très logiquement, avec mon approche et mon analyse de l'identité sexuelle, pourquoi est-ce qu'un peuple qui perd son identité sexuelle devient extrêmement manipulable. Vraiment. C'est mon métier de manipuler les gens. J'ai été artiste de rue pendant 15 ans. Je suis un manipulateur de foule. Et je suis bon. Je suis vraiment bon. Je suis un des meilleurs artistes de rue en France. J'ai fait des championnats du monde en Australie. Je suis super bon. Manipulateur de foule, pourquoi? Parce que des gens qui sortent du boulot, qui vont faire leurs courses, qui sortent de cours dans la rue, il faut les arrêter, il faut les rassembler, il faut les tenir. Des inconnus qui ont autre chose à faire. Les gens, je te parle pas des vacances, je te parle la semaine pendant l'année. Ok, c'est pas les vacances. C'est ça, être artiste de rue, c'est toute l'année. Et rassembler ces gens, les tenir pendant 45 minutes, les divertir et les faire payer à la fin. C'est extrêmement difficile. Il suffit pas d'avoir un spectacle. Le spectacle, c'est la moitié du travail. L'autre moitié, ce n'est que de la manipulation de foule. Et les artistes de rue obscurs, les enculés, ce n'est que de la manipulation de foule. Le spectacle est très pauvre, ils n'ont que de la manipulation de foule. Mais ça marche quand même. Comme la télé. Il n'y a pas de contenu, il n'y a que de la manipulation. Ça marche à mort. Surtout sur des gens qui ont perdu leur identité nationale et sexuelle. Bref, j'ai fait des études de dingue sur la manipulation de foule. Et je ne suis pas juste un étudiant spectateur. Je les ai appliqués, j'ai bouffé de la rue, mais comme un malade. Il n'y a pas grand monde qui a mangé autant. J'ai commencé à 13 ans, la rue. Et je faisais de la rue tout l'été, toute l'année. J'étais pas un festivalier, un hippie qui allait l'été faire 3 sous. Non, j'étais un vrai, j'étais là l'hiver, quoi. Et c'est dur. Je suis un gars de la rue. Et il y a une science de la manipulation des foules qui s'applique aussi bien dans la rue que sur un groupe plus grand. C'est les mêmes principes de base. Il y a plein d'ouvrages là-dessus. Il y a Gustave Le Bon qui est connu. Il y a Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et il y a des ouvrages très pertinents sur la question. Et moi, ayant conscience de ça et ayant pratiqué à un haut niveau la manipulation de foule, et je le dis sans honte, j'étais un manipulateur positif, je leur offrais un bon divertissement aux gens. Et j'avais pas des messages de merde dans mon spectacle. J'avais mon drapeau. Non, vraiment, le deal était honnête. Les sous que je recevais pour ça, c'était honnête. J'ai aucune honte sur la manipulation positive que j'ai faite. Et on l'en fait tous. Tous les orateurs publics sont des manipulateurs. Et on est même tous des menteurs. Je suis un menteur. Et un des moins menteurs d'entre nous, parce que je le dis. Vraiment, t'es obligé. Tu parles devant des foules, t'es un manipulateur, t'es un menteur. Reste à voir pourquoi tu fais ça, c'est quoi ton intention. C'est là où tu fais le tri. Bref, de par mon analyse, je comprends quel genre de foule est facile à manipuler et quel genre de foule est pas manipulable du tout. Je vous dis, des gens éduqués, c'est compliqué à manipuler. Des gens centrés, clairs sur leur identité sexuelle, clairs sur leurs racines, clairs sur leurs traditions, clairs sur leurs valeurs, pas si évident à manipuler. Des gens complètement déracinés, complètement confus sur leur identité sexuelle. Prends le punk à chien. Prends les mecs qu'on voit dans les vidéos du NPA. Mais pour moi, c'est la logique même. Ces mecs-là sont dans une confusion totale. C'est très facile à manipuler, c'est évident. Et tout à l'heure, je vous ferai une analyse énergétique du corps humain. Je peux même vous le faire maintenant. Mais je vais le faire maintenant, oui. Je vous fais l'analyse qui n'est pas la mienne, qui est l'analyse de la médecine chinoise du corps humain. J'ai énormément de respect pour la médecine chinoise. Je ne sais pas s'il y a des gens un peu versés dans la médecine chinoise ici. Ah, cool, ok. Cool. J'adore leur approche. Au lieu de régler les symptômes, ils vont régler les causes. Ils vont pas essayer de soigner des malades, ils vont essayer de garder la population en bonne santé. Le médecin chinois, il échoue quand son patient tombe malade. Son boulot, c'est de le garder en bonne santé tout le temps. J'aime bien cette approche. Cette approche, c'est de garder l'équilibre dans le corps constamment. Et c'est quand tu fais de la merde que tu tombes malade pour eux. C'est quand tu as un excès de tension quelque part, un déséquilibre, ou alors que tu es fatigué, que tu vas te vulnérabiliser, ou tu t'empoisonnes. Tu as du stress, ça génère des tensions. Donc j'aime beaucoup leur approche. J'aime beaucoup la précision de leur explication. C'est très mécanique, très anatomique, c'est pas du tout ésotérique. C'est pas si accessible, il faut une sensibilité pour capter, mais bon, voilà l'approche. Bon, je vais être un peu hors champ, mais le premier centre énergétique dont je vous parlais, parce que les Chinois fonctionnent comme ça avec des centres énergétiques, comme les chakras pour les Indiens. Donc il y a le centre énergétique génital, ok, le centre énergétique de la poitrine et le centre énergétique au niveau de la tête. Il y en a d'autres des centres énergétiques, mais je vais parler de cela d'abord. En gros, qu'on croit aux énergies ou pas,
on peut traduire le mot énergie par sensation. Et ça, on en a tous. Je veux dire, au niveau génital, tout le monde ici a eu des sensations. À un moment ou à un autre, on a du plaisir et du désir. Et le désir, c'est l'envie d'avoir du plaisir, si on veut. On peut avoir de la douleur aussi. La frustration chez les mecs peut se transformer en douleur. Si on se frotte à une nana et que le corps est programmé pour aller vers du sexe et que le sexe n'arrive pas, qu'il n'y a pas d'éjaculation et qu'il y a une tension qui s'accumule au niveau génital, le mec va avoir ce qu'on appelle les couilles bleues et il aura mal aux couilles après, comme si c'était pris un coup de pied dans les couilles. Je veux dire, c'est un truc qu'on a tous vécu. Enfin, je vous le souhaite pas, mais c'est très récurrent. Mais c'est une douleur. C'est une douleur que moi j'appelle tension énergétique, parce que ce plaisir, tout ça, si on essaye de l'analyser au niveau de la tension musculaire, articulaire, de faire un IRM, tu vois, genre une radio du truc pour voir, il y a une tension, bon, on voit rien du tout, de quoi on parle. C'est pour ça, je sais pas comment l'appeler, je dis tension énergétique. Pareil, au niveau de la poitrine, si on apprend une mauvaise nouvelle, on va sentir, tu sais, un nœud, on sent... T'apprends une mauvaise nouvelle, boum, tout de suite. T'as la sensation, et elle est limpide, la sensation. Tu peux pas passer à côté, personne peut me dire non, je vois pas de quoi tu parles. Évidemment. Quand on a de l'enthousiasme, on sent cette chaleur, on sent qu'on irradie au niveau de la poitrine. Quand on a une bonne nouvelle, quand on est heureux, quand tu vois, il se passe un truc, de l'enthousiasme. Quand on est inspiré, on sent que ça bourdonne. On peut avoir des sensations, des picotements dans la tête. Au contraire, quand on maintient une activité mentale trop intense, quand on a trop de tension trop longtemps dans la tête, se transforme en douleur. Et de manière générale, n'importe quel centre énergétique, si on tient trop longtemps une tension dans ce centre, sans la relâcher, sans rediffuser ces sensations dans le reste du corps, cette sensation qui était bonne au début devient douloureuse. Que ça soit dans la tête, la poitrine ou dans les parties génitales. C'est toujours plus facile à sentir dans les zones génitales, parce que les sensations sont plus intenses. C'est pour ça que j'oriente pas mal mes travaux sur la zone génitale, parce que c'est la plus facile à travailler. C'est un peu une raison de facilité. C'est pas que pour ça. C'est également parce que le mec a comme principal centre énergétique sa zone génitale. Vraiment, c'est pour ça que la bite est l'organe le plus important pour un gars. Je veux dire, on se fait capturer par l'ennemi, il nous coupe le bras ou la bite. Tu tends la main direct. On le sait d'instinct, quoi. Et on est constamment en production de sperme. C'est rempli d'énergie. Imaginez l'énergie qu'il faut pour créer la vie. On est constamment en train de produire cette énergie et d'accumuler des tensions énergétiques dans la zone génitale. Et bref, un homme bien équilibré, normalement, il a cette zone qui génère beaucoup d'énergie, et soit il évacue cette énergie par l'éjaculation, soit si c'est un mec éduqué dans ces sciences énergétiques, on va dire, il va réussir à diffuser cette énergie, à la transformer, à la sublimer, à en faire quelque chose, de toute cette énergie sexuelle. Tu vois, ne pas sombrer dans l'excès de tension, c'est de la frustration en fait. Si tu es trop tendu sexuellement, tu deviens frustré. Donc il va déplacer tout ça et il va être équilibré. Être équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas avoir trop de parasites mentaux, avoir une activité mentale saine. Parce qu'un mec qui a des tensions génitales extrêmes, je pense à Salim, je sais pas pourquoi. Un mec qui a des tensions génitales extrêmes, ça lui perturbe son activité mentale. Vraiment. Tu peux pas penser droit. Ça perturbe ses émotions. Et regardez, une population qui perd son identité sexuelle, si on prend l'exemple des hommes, au lieu d'être très actifs au niveau sexuel et de s'équilibrer à peu près naturellement s'ils sont en bonne santé, au lieu d'être comme ça, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt une accumulation au niveau de la poitrine. Les mecs qui perdent leur identité sexuelle, je les vois comme ça. Je les vois comme des mecs avec la poitrine très intense, comme centre énergétique, et très tendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à mon sens, la norme pour un mec, c'est d'avoir de l'énergie ici, ça veut dire avoir des tripes, avoir de l'instinct. La traduction d'organes génitaux solides, c'est avoir de la volonté, avoir de l'instinct. L'équilibre, ça te permet d'avoir de la concentration, l'esprit clair. Okay, un mec équilibré, c'est ça. C'est un mec qui a des burnes, qui a de l'instinct et qui a l'esprit clair. Avec de l'instinct, tu fais quoi? Avec de l'instinct, tu prends des décisions quand tu n'as pas d'informations, dans l'urgence. Ou quand tu ne sais pas, mais il faut prendre une décision. Tu utilises ton instinct. Et ça marche. Si tu as un bon instinct et que tu sais l'écouter, ça marche. Ton esprit, si tu as assez d'informations, ok, tu peux faire de l'analyse. À la conclusion de ton analyse, tu prends ta décision. Tout ça, ça marche pour un mec qui est solide sur son identité sexuelle, qui est équilibré, on va dire. Un mec qui est confus, qui a toute son énergie, par exemple,
C'est souvent ça, accumulé au niveau de la poitrine. Ce mec-là est extrêmement sensible à la propagande. C'est évident. La propagande, c'est quoi? C'est des messages pédagogiques informatifs? Pas du tout. La propagande, ce sont des stimulations émotionnelles. Je suis Charlie. Ça explique quoi? C'est pas du tout une argumentation. C'est une pique. C'est une stimulation émotionnelle. Un mec, un bonhomme, les idéaux masculins que j'ai en tête, par exemple, si tu leur fais de la stimulation émotionnelle, ils réagissent pas. Ils disent « Pourquoi est-ce que tu me testes ?» C'est tout. Ils prendront pas une décision parce qu'ils ont reçu une stimulation émotionnelle. Jamais. Si leur instinct leur dit c'est bon ou pas, s'ils ont les infos, ils vont réfléchir et parvenir à une analyse et une conclusion. Mais ils vont pas réagir juste sous le coup de l'émotion. C'est féminin de faire ça. Et donc, quand on les stimule, ces gens qui sont déséquilibrés sexuellement, quand on les stimule avec des stimulations émotionnelles, putain, ça réagit tout de suite. Ils sont vachement réceptifs à ça. Donc, c'est pas étonnant que pour contrôler ces masses, les manipulateurs en place, voilà, notre système, notre gouvernement, enfin, je vais pas rentrer dans l'énumération des agents manipulateurs, on va dire, souhaitent avoir un public réceptif. Ça me paraît hyper logique, je me mets à leur place, je comprends, c'est beaucoup plus facile. Des gens qui réagissent à l'émotion, mais ça se gère comme ça. Une foule se gère à l'émotion, ça se gère pas à la réflexion. À part dans une conférence, ici, on a un lieu privilégié où voilà, je peux m'exprimer, je peux développer un message, vous répondez. Je reviens toujours à l'exemple des mecs de la NPA, parce que c'est vraiment la caricature. Leur slogan, c'est un mégaphone. Ils disent 3 mots à chaque fois, mais 3 mots, tu ne fais que de la stimulation émotionnelle. Et c'est ce qui marche entre eux. Parce que c'est des mecs perturbés sur leur identité sexuelle, donc ils vont s'exprimer comme des femmes. Un mec ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Un mec équilibré a de l'instinct et il sait utiliser son cerveau et il réagit en fonction de ça. Il contrôle ses émotions. Je dis pas qu'il en a pas. Être un homme, ça veut dire être un homme positif. C'est intrinsèque. Sinon, t'as raté ta virilité. T'es devenu un monstre. Il faut être positif. Mais faut pas oublier quelles sont les priorités. Et pour une femme, le centre énergétique principal, il est au niveau de la poitrine. Ça s'explique assez facilement. Encore une fois, c'est lié au sexe. Quand le gamin est tout petit, le garçon joue avec sa bite. Et c'est vrai, tous les bébés jouent avec leur bite. Mais on a ça entre les jambes, c'est génial, on s'amuse. C'est dans des sensations et tout. Et très rapidement, ça commence à être agréable. Et tout de suite, on va connecter notre sexualité avec notre pénis. Les filles n'ont pas ça. Elles ont un trou. C'est une absence d'organe génital. Le vagin est un trou. Il n'y a rien pour visualiser en fait leur sexualité. Et leur sexualité va se développer au moment de la puberté, quand la poitrine va pousser. Donc très rapidement, les filles vont en fait associer leur poitrine avec leur énergie sexuelle, avec leurs sensations sexuelles. Ce qui fait qu'elles vont connecter inconsciemment leur centre énergétique sexuel au niveau de la poitrine, tandis que les mecs vont connecter leur centre sexuel au niveau génital. Et c'est ça, notre centre énergétique principal, c'est le centre sexuel. C'est celui qui nous donne le plus de sensations, qui un peu nous dirige. Après, il faut avoir la force de le contrôler, de ne pas accumuler des tensions. Mais voilà, donc pour les filles, c'est au niveau de la poitrine. C'est pour ça qu'on attend d'une femme qu'elle soit sensible, qu'elle ait de l'émotion. Il n'y a rien de pire pour une femme que d'être une femme froide. Une femme vénale à la poitrine froide ou une femme méchante à la poitrine fermée. C'est l'échec absolu de la féminité. On pardonnera plus à un homme d'être froid. Une femme, c'est dommage, c'est triste. Et même si on en venait à parler de relations homme-femme, selon ce schéma, selon cette vision de la féminité et de la masculinité, on comprend que le rôle d'un homme par rapport à sa femme, c'est quelque part de se soucier de satisfaire son centre énergétique. C'est la poitrine. Donc qu'est-ce qu'il lui faut à la poitrine? C'est les émotions. Il faut lui offrir quoi? De la sécurité et des bonnes émotions. En fait, c'est la priorité à un bon bonhomme aux côtés de sa femme, c'est ça qu'il doit lui offrir du bonheur. Sécurité, des bonnes émotions. Au lieu de se prendre la tête à satisfaire sexuellement sa femme, c'est une connerie. Je sais, hein, on dit un coach sexuel qui vous explique à vous les mecs, franchement, satisfaire sexuellement votre femme, ça doit être la dernière de vos priorités. C'est pas la dernière, mais c'est pas la priorité, sincèrement. La priorité d'un homme, d'un époux,
c'est d'être sûr de mettre son épouse en sécurité. C'est la première priorité, sécurité. La deuxième, c'est qu'elle ait des bonnes émotions, qu'elle soit heureuse. Après, il y a tous les bonus, et il est faux, sinon il n'y a pas de relation. Mais voilà, c'est ma vision du corps humain, c'est pas que la mienne. Il y a des Chinois qui ont gambergé 2000 ans là-dessus et qui ont fait un vrai travail. J'ai plein de bouquins à conseiller d'ailleurs là-dessus. Et pas que. Je donne des consultations privées. Oui, je vais pas vendre ma banane, mais j'ai quand même des trucs à vendre. C'est mon boulot. Je donne des consultations privées sur Skype. Et qu'est-ce que je fais pendant ces consultations? Je fais gagner du temps. En gros, tous ces bouquins que je conseillerais, si on les traduit, si on les comprend, on en déduit des exercices. Des exercices, en fait, qui nous permettent de faire ce que j'ai fait au début, d'avoir la carotte, la puissance et le contrôle sexuel, mais qui, à long terme, quand on a les bases, permettent d'avoir l'équilibre. Et en fait, permettent une transformation de la sensibilité interne. C'est comme un voyage intérieur. On est dans une nouvelle peau. Depuis que j'ai intensifié mes exercices, ça fait 10 ans que j'ai commencé, mais ça fait 2 ans que j'ai intensifié. J'ai un nouveau corps. Et ça se voit pas, hein. Pourtant, je fais aussi du workout, je vais à la gym, je travaille mes biceps et mes pecs et tout. Mais là où tout a changé, c'est quand j'ai travaillé ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps. Ça a tout changé, ça a changé mon esprit, ça a changé mes sensations. Je sens plus la circulation de mon sang de la même manière. C'est plus fluide. Et c'est indescriptible. Je me sens super bien. Donc c'est ce truc que je veux transmettre. Et je viens à vous parce que vous serez réceptifs, il y a un lien avec la politique que je pense que vous avez compris aisément. Donc voilà, mon boulot, c'est de faire gagner du temps. Il y en a qui se farciront pas tous les bouquins, ou qui ont d'autres priorités et tout. Donc j'aide ces gars-là, je leur dis direct quoi faire. Quand j'ai des consultations, pendant 20 minutes, je pose des questions au mec. Je te demande, bon alors, ça dure combien de temps quand t'es au plumard Vas-y, il y a quelques gens qui vont voir la vidéo, mais... Non, c'est bon. Alors, évidemment, les consultations sont privées. Hein, il y a ce qu'on appelle la confidentialité professionnelle. Mais voilà, je pose des questions à mon gars, et pas du tout pour le mettre mal, hein, c'est pas une compétition de bites. Fraternité masculine. Mon but, c'est de rehausser le gars, quel que soit son niveau, moi je l'emmène au niveau d'au-dessus. Et j'ai des mecs qui viennent avec des problèmes, j'ai des mecs pour qui tout va bien et qui sont très curieux de voir quoi faire de mon énergie sexuelle. J'aimerais bien la transformer pour être créatif, pour être productif, pour être plus puissant dans ma vie, pour vivre plus longtemps. Je le répète, je l'ai dit au début, j'espère que je l'ai dit, des organes vitaux en bonne santé, c'est plus d'espérance de vie. Et ça se constate. Je vous donne un exemple. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et moi, c'est mon explication, c'est pas que la mienne. Elles ont des organes internes plus solides pour survivre à l'accouchement. C'est une épreuve que nous, les mecs, on fera jamais. Elles ont des organes internes plus solides, les femmes. Et c'est ces organes internes plus solides, plus résistants, qui font que les femmes vivent plus longtemps que les mecs. Réellement. Bosser ces organes internes, ça augmente la qualité et la pérennité de votre vie. C'est un truc énorme. Moi, ça m'a transformé, donc évidemment, je veux le passer. Donc voilà, dans mes consultations privées, je demande au mec quelques questions, je comprends de quoi il a besoin, et je lui donne le programme qui va le motiver. Et puis 3 mois après, quand il a bossé, on se revoit, j'ajuste le comme un coach à la gym, quoi. C'est bon, t'as bossé, t'as pris un peu, ouais, c'est bon, c'est quoi, on va changer, là, on va faire les épaules, c'est tout. C'est comme un coach en salle de muscu, comme un coach de boxe, ouais, ta garde et tout, ta défense est légère, allez, on va travailler ta défense. Moi, j'ai une bibliothèque d'exercices. Et la lucidité pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait bosser. Donc comme je disais au début, vous n'aurez jamais mon style de vie. Et il ne faut pas. Ça serait nuisible pour la France. Mais ces exercices, quels que soient, même pour des mecs qui sont pas de sexe avant le mariage, ça peut que faire du bien. C'est de la santé et de l'équilibre. Et cet équilibre, on n'en parle pas souvent. Hein. Je veux dire, à l'école, ils ne nous parlent pas de ça. Les docteurs ne sont pas formés à ça en France. Cet équilibre, ces tensions énergétiques, cet équilibre dans les sensations, c'est vital. Un mec qui a le corps qui fonctionne bien, il a des tensions qui apparaissent et qui se relaxent et qui se libèrent. Un mec en mauvaise santé, il a des tensions qui apparaissent et il les garde. Un mec qui a une embrouille, un truc comme ça, et qui est déséquilibré et qui n'est pas viril, il va garder sa tension comme un connard pendant 3 jours, il va être pas content. C'est un déséquilibre, ça marche pas. C'est pas fait comme ça. Un corps humain qui est en bonne santé, attention, tu deviens très sensible quand tu fais ce que je fais. Donc tu sens intensément ce qui se passe. Mais tu comprends, tu analyses tout de suite, ok, là j'ai une grosse tension, tu la diffuses et tu énergises ton corps. Tu te mets à avoir une vision positive de toutes ces stimulations
toutes ces stimulations de sensation, que ce soit des stimulations émotionnelles, mentales ou génitales, tu le vois positivement, même quand c'est des stimulations un peu douloureuses, parce qu'en fait, tu peux le gérer, le disperser dans ton corps et te vitaliser. Avant que je passe aux questions-réponses, 2 petits mots. Déjà, un remerciement, une grosse dédicace pour Alain Soral. C'est la première conférence de ma vie. Et je vous parle de virilité. La virilité, ça passe par le fait d'avoir des modèles masculins. Je considère que le meilleur conférencier français en ce moment est Alain Soral. J'aime beaucoup les conférences. Et moi, c'est les conférences qui m'ont le plus plu, c'est les siennes. Et en tant que mec qui défend la virilité, je ne peux pas ne pas témoigner un respect à mes modèles masculins. À l'époque où je faisais du one-man show, si on me tendait un micro, quand je suis allé chez Ruquier, direct « Ouais, Dieudo, dédicace !» Évidemment, respecter les aînés. Si tu défends la virilité, tu peux que respecter les aînés. Et donc moi, en faisant ma première conférence, ça serait de la malhonnêteté intellectuelle de ne pas faire une dédicace à Soral. Et pourtant, je sais que sur le créneau où je suis coach sexuel international. C'est vendeur, je peux aller solliciter des plateaux télé en disant voilà, je donne des cours de sexe en Russie, tout ça intéressera, tu sais, ça fait du buzz, ça fait parler. Et juste en disant dédicace à Soral, je me préserve de ça. Enfin, je me préserve. Je rate aussi cette opportunité, mais j'ai pas le choix. Parce que si je faisais pas ça, si j'étais pas dans cette démarche, en fait, je trahirais mon message. Mon message, c'est d'être, pour un homme, d'être viril. Tu peux pas prétendre être viril si t'as pas un respect pour les aînés. C'est ma conviction en tant que mec. Donc, je n'ai pas le choix. Et je le fais avec plaisir. Grosse dédicace à Alain Soral. Voilà. Ça, c'est une chose. Je voulais faire une autre dédicace ce soir à un mec que je respecte beaucoup, mais qui me fait des grands yeux, qui me dit... Bon, voilà. Non. Une autre dédicace. C'est bon, ça tombe toujours à cousin qui... Non, mais sans déconner. Et je vais parler d'un truc, là. On est toujours... Et là, je fais des dédicaces à des mecs qui sont là. Non, vas-y, m'affiche pas, parle pas de moi, là, tu vas me griller. Non, merci, John. Dédicace à cousin qui a été le premier à m'accueillir. Quand j'ai fait mes premières vidéos qui ont été parues sur ER, c'est le premier à m'avoir appelé. Ouais, viens avec ta caravane, squatter dans mon jardin, t'es le bienvenu, camarade. Et je débarquais, je connaissais rien au réseau Patriote et tout. Et je me suis dit, oh putain, ils sont accueillants, les mecs. Et je l'ai rencontré, il m'a accueilli. Je le connais depuis 2 ans maintenant, à peu près. C'est ça, 2 ans. Il m'a accueilli comme si c'était ma famille. Il m'a fait faire un spectacle, il m'a accueilli plein de fois chez lui, il m'a fait rencontrer des réseaux. Il est le premier à m'avoir donné cette essence de fraternité qu'il y a dans les réseaux patriotes. Donc voilà, immense dédicace. T'es dans mon cœur pour toujours, hein, que tu le saches. Et petit aparté avant qu'on passe aux questions-réponses. Ce truc là, je fais des dédicaces aux mecs qui sont là, parle pas de moi, dis pas mon nom, bordel de merde. On n'arrivera jamais à rien si on cache nos visages toute notre vie. Alors je sais qu'il y en a plein qui ont des vies de famille, des machins et tout, qui sont dans l'esclavage salarial et qui n'ont pas le choix, quelque part, ils ont pas la liberté que je me suis offert. Moi je suis un nomade, je peux dire ce que je veux et je peux montrer ma bite. Mais vous savez quoi, si on se retrouve à être super nombreux à montrer son visage et dire naturellement, le plus naturellement du monde dans les conversations, ah ouais, Dieudo il me fait rire, Soral, je pense qu'il a raison, enfin 99% quoi. Et si clairement on affiche nos convictions, genre la politique migratoire en France depuis 30 ans, c'est l'horreur. Juste dire ça, tu te fais taxer de racisme alors que putain, c'est l'horreur, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, plein de tabous qu'on se met. Et cette façon de cacher nos visages et tout, si vous pouvez éviter, si vous n'avez pas vraiment une bonne raison de cacher ce que vous pensez, putain, vivez avec, vivez-le librement. C'est un luxe, hein, ça coûte quelque chose. Moi j'ai perdu beaucoup de potes, il y a des membres de ma famille, ma grand-mère qui croit que je suis devenu un nazi, elle me connaît depuis que je suis né. J'ai toujours été gentil quoi. J'ai jamais organisé de ratonnade de ma vie. Pas encore. Mais bref,
Ouais, si vous n'avez pas vraiment une bonne raison de vous dissimuler, si vous n'avez pas une famille à protéger, voilà, vous n'êtes pas prêt, j'en sais rien. Mais sinon, ouais, marchez visage découvert. Vraiment. Donc je le dis pas que pour vous, l'EF généralement est assez fier de ses drapeaux, de ses couleurs, mais il y a une grosse partie de la dissidence publique qui, ouais, tu sais, qui va sur Internet, mais dans la vie de tous les jours, ça on parle pas trop, quoi. Putain, arrêtez. Il faut lâcher les tabous, c'est fini, quoi. Donc voilà, c'est mon message. Vivez libre, vivez libre. Virilement et libre. Bon, je terminerai là-dessus. Vivez librement et libre. Ah bah on commence avec une question de cousin. Comme on parle de médecine chinoise. Ah, attends, ça enregistre toujours. Ouais. Attends 2 secondes. Je veux la question de cousin. Ça tourne. Oui, tu parles de médecine chinoise. Ça c'est une chose. Mais on n'a pas, nous en Europe, une médecine pour ça? Alors, on est obligé d'aller la chercher là-bas. On applaudit la question. Je t'adore. Mais c'est pas un piège. Hein. Et je vais répéter la question juste pour le micro, et je ferai ça pour chacun d'entre vous, c'est parce que sinon la question ne s'entendra pas sur la vidéo. Donc ici j'ai un mec qui me demande, un ami qui me demande, médecine chinoise, ouais, moi je suis un peu chauvin, on n'a pas un truc français bien de chez nous qui marche? On a des choses extraordinaires en France sur la culture amoureuse et sexuelle. On est un symbole international, et 10 ans que je voyage, hein, je m'en rends compte. Voulez-vous faire l'amour? C'est ça. Ouais. À l'international, tout le monde connaît ça. Voulez-vous faire l'amour avec moi ce soir? Et on est représentant d'une image, mais c'est un peu de l'esbrouf. C'est-à-dire, on a la mode, on a tous les parfums, on a plein de choses pour se mettre en valeur, mais parlons de ce qui reste aujourd'hui. Au niveau des sciences, on va dire des sciences amoureuses et sexuelles en France, est-ce que j'ai des confrères ici? Ça serait ça la question. Est-ce qu'il y a des sources d'informations qui me paraissent pertinentes? Est-ce qu'il y a une méthode pour remettre les énergies en route qui n'est pas chinoise? Est-ce qu'elle est européenne? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y a une méthode de travail énergétique sexuelle qui est française? Qui n'est pas chinoise? Non. Pas à ma connaissance. Alors, la plupart des méthodes de management énergétique, donc je citerai le tai chi, qigong, shiatsu, le yoga, un petit peu quoi, le reiki, et puis le taoïsme sexuel. Moi c'est ce que je fais, je pratique du taoïsme sexuel, et tout ça c'est asiatique, et le tantra bien sûr, c'est indien ou asiatique quoi, enfin mais l'Inde c'est en Asie, et ouais je sais pas, c'est un truc de bridé quoi. En France on n'a pas trop travaillé sur des méthodes de travaux internes. Non, pas à ma connaissance, quoi. Et ça serait connu s'il y avait. Donc non. Ouais, mais pourquoi pas, hein, tu vois, je me sens français à mort. Mais si il y a des nationalismes différents qui ont créé des trésors, et c'en est un, le taoïsme sexuel est un putain de trésor, je reçois avec gratitude. Et je le combine avec mes sciences françaises. Merci. Alors, attends, petit aparté, j'entends un merci qui dans le public. Jackie Michel, c'est un sacré phénomène. Je vous donne une analyse amusante. Et Jackie Michel, qui est un site de porno, mais de porno très chauvin, très franchouillard. Tu vois des acteurs avec l'accent, des acteurs qui sont pas du tout des acteurs, des actrices qui sont des gens normaux, quoi. Ce site est devenu le 2e plus gros site en France, juste derrière Marc Dorcel, qui est le number 1 depuis des années, mais qui est un gros industriel. Le marché du porno est en crise. Et il y a un mec, Jackie Michel, en fait c'est un couple je crois, qui sont arrivés là-dedans, et qui en faisant du porno très chauvin, très humain, parce que n'étant pas des professionnels, les acteurs qu'on voit à l'écran ont beaucoup d'émotions. Du porno industriel, déshumanisé, c'est des acteurs et notamment des actrices qui contrôlent, qui s'en foutent, qui sont extrêmement froides. Ce sont des femmes vénales, des professionnels du sexe. Elles sont là pour la thune. Une débutante, une amatrice, pas du tout
Elle vit des émotions très fortes pendant un tournage, mais bon, pas que des bonnes émotions, il y a un mélange de crainte pour l'image sociale et tout le bordel. Elle est dans plein d'émotions. La professionnelle, rien du tout, tu vois, elle se fait culbuter, alors regarde ça. Mais c'est ça, j'ai tourné avec des amatrices et des professionnels, je vous dis, les professionnels ont la poitrine très froide. Et quand on est comme moi, très sensible à la féminité, on refuse de tourner avec des acteurs féminins professionnels. Ça ne m'intéresse pas du tout, ce sont des femmes froides. Je refuse de me taper des prostituées aussi. J'ai essayé, ça ne marche pas. Je ne bande pas. Mais limite volontairement. Des femmes froides, une femme vénale ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas une femme en fait. Elle a perdu sa féminité en cours de route. Une femme qui a ce centre énergétique comprimé et tout tendu et tout froid, c'est foiré. Et bref, Jackie et Michel font une forme de porno bio. Ou un peu, parce qu'ils ont que de la matrice, tournée à l'arrache, qui sont pleins d'émotions. Et c'est un peu dégueulasse comme truc, tu vois, parce qu'ils n'ont pas des physiques parfaits, ils sont pas bien épilés, ils savent pas prendre leur position, ils baissent tout tordus. Souvent, ils baissent dans des forêts, des endroits douteux, dans des rues. Mais c'est un côté humain, et tous les consommateurs de porno qui, depuis des années, bouffent du porno industriel, finissent par se lasser parce qu'ils le sentent instinctivement que ces acteurs sont froids et qu'il n'y a rien. Et ils se sont mis à consommer du Jackie et Michel parce que, tu sais, il y a quelque chose, il y avait un peu de vie dedans, il y avait un peu d'honnêteté, il y avait un peu d'humanité. Et je trouve ça assez porteur d'espoir qu'un site comme Jackie et Michel ait grimpé comme ça jusqu'à devenir le deuxième, tu vois, fulgurant, et ça existe depuis quelques années, alors que c'est une toute petite structure et qu'ils font le truc à l'arrache. Et pour ne rien gâcher, on sent l'amour de la France dans leur manière de tourner. Genre des acteurs qui parlent avec l'accent, quoi. Donc voilà, c'était mon aparté Jackie et Michel. On se la ferme de... Putain, génial. Vous avez vu le protecteur? Il a rattrapé le bout de banane que j'ai tiré dans la tête de sa copine en plein vol. On l'applaudit, s'il vous plaît. Mais taisez-vous, s'il vous plaît. Merci. Une autre question? Je regrette de ne pas l'avoir filmé. Moi j'avais une petite question. Tu as parlé beaucoup aux garçons qui représentent 90% de la salle. Merci à vous. Est-ce que tu te qualifies d'un fond machiste et est-ce que tu as un message à dire aux filles également? Alors la question c'est, bon ce soir j'ai surtout parlé aux mecs en gros, est-ce que je me qualifierais comme un macho et est-ce que tu as également un message à transmettre aux filles? Est-ce que j'ai un message pour les femmes? Alors, pour la qualification de macho, je sais pas si c'est très intéressant comme question dans la mesure où j'ai pas la définition parfaite du mot macho, c'est pas un mot que j'utilise souvent. J'ai rien contre. Et puis je suis un grand voyageur. Je me sens comme français, mais en voyageant, je vois que le machisme n'a pas les mêmes connotations partout. Par exemple, au Mexique, le machisme est une vertu. Ouais, ça fait partie de notre identité. Donc. Dans plein de pays, le machisme est une vertu. C'est quelque chose de positif. Un homme macho, voilà, il sera le protecteur de son épouse. Et il se soucie de son bonheur et il se soucie d'être droit, d'avoir une forme d'éthique, d'être fort et d'être bienveillant. C'est en France où il y a des propagandes pour détruire l'identité sexuelle, bien sûr que on transforme le machisme en quelque chose de négatif, c'est logique. Est-ce que j'ai un message pour les femmes? Honnêtement, si je peux un petit peu donner de la motivation aux femmes, de l'inspiration sur l'idée de « Ah tiens, c'est intéressant de se conscientiser sur mon identité sexuelle », tant mieux, tant mieux. Si je peux donner aux femmes des petites idées de comment satisfaire un homme, je veux dire par déduction, vous pouvez comprendre. On a des jolies filles ce soir. Alors, vous pouvez comprendre, je disais, le centre énergétique principal de la femme, c'est sa poitrine. Donc l'homme qui veut satisfaire sa femme satisfait sa poitrine en priorité. Sécurité, plaisir. Je vous l'ai dit, le centre principal de l'homme, c'est la partie génitale. Si vous voulez satisfaire votre homme, vous faites quoi? Vous avez du mal à suivre, hein? Ça paraît clair. Une femme qui veut satisfaire son homme, prioritairement, elle va satisfaire son ventre. Elle va le nourrir et satisfaire sa sexualité. Ça se passe en bas pour le mec. Ça part d'en bas et ça remonte vers de l'amour. Un homme qui reçoit de la nourriture de son épouse et de la satisfaction sexuelle de son épouse,
C'est un homme qui fera pas chier, tu vois. N'importe quel époux, tu le nourris et tu le baisses bien en tant que femme, ben généralement ça va, il a ses bases, il est content. Mais sérieusement. Et ouais, les mecs fonctionnent comme ça. Je vois une femme qui... Non, je suis dubitative sur votre petite réflexion tout à l'heure de... Vous nous avez indiqué que les femmes n'attendaient pas de plaisir sexuel, quelque chose dans ce genre. Évidemment, c'est la provoque. Oui, c'est un peu un truc qui m'a heurté parce que c'est... Enfin, j'ai l'impression que vous êtes un peu... C'est très intéressant, mais j'ai l'impression que parfois vous êtes un peu dans des schémas... Oui. Bon, je suis pas du tout... non, mais c'est de la provocation, c'est extrême. Une féministe qui va hurler dans la rue, pas du tout, bien au contraire. S'il y avait ma femme là qui m'entendait, la satisfaction sexuelle est la dernière priorité pour l'époux, déjà elle se foutrait ma gueule. Et puis quand je fais pas mon boulot à ce niveau-là, elle me pourrit. Enfin, excuse-moi, je te coupe à moitié. On a naturellement des sensations au niveau de la poitrine, et donc si on veut aller plus loin, et je pense que tu l'as pas dit, et c'est intéressant de le dire, qu'est-ce qu'il y a derrière la poitrine? Il y a le cœur, et donc les émotions naturellement, mais on a aussi des émotions au même niveau que vous, faut le préciser quand même. Ah ouais, si ça te semblait pas clair, je valide. D'accord. Mais cette zone énergétique, c'est le cœur. Clairement, la poitrine, c'est pas vos poumons, hein. C'est le cœur. C'est évidemment. On parle de vos émotions, on parle de est-ce que tu te sens respecté, est-ce que tu te sens aimé, est-ce que tu te sens en sécurité, ça se passe un peu là aussi. Donc c'est évidemment le cœur, ouais. Et évidemment, c'est la provoque. Quand je vous dis c'est la dernière de vos priorités, vous savez pourquoi je vous dis ça? J'ai plein de mecs qui viennent me voir avec le souci d'être des bons époux et qui viennent me demander comment je peux devenir un super amant. Et l'intention de fond qu'il y a derrière cette question, comment devenir un bon amant, leur vraie intention, c'est comment être un bon mari, comment être un bon époux. Ils veulent être des bons époux, ils veulent être des bons partenaires pour leur nana, et ils font déjà leur analyse, et ils viennent avec cette question, comment devenir un bon amant. Et moi, je leur demande, attends, c'est quoi tes priorités? Si je comprends qu'en fait, ils veulent être un bon époux, je leur demande, ça se passe comment dans votre couple? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'elle se sent en sécurité avec toi? À tout point de vue, physiquement, financièrement, est-ce qu'elle se sent en sécurité? Est-ce qu'elle est heureuse? Tu lui offres des bonnes surprises, constamment des bonnes émotions? Et si c'est pas le cas, je parle pas de sexe avec ce mec-là. Je fixe d'abord ces trucs. Je lui dis, c'est important que tu comprennes que d'abord, elle doit se sentir... Parce que tu as des femmes qui se sentent pas en sécurité avec leur mec, des mecs qui ramènent pas assez de sous par exemple, ou, voilà. Surtout en Russie où c'est le mâle à sa position, où c'est quand même à lui de subvenir aux besoins, et je remets juste en place en fait l'ordre des priorités. Ça veut pas dire qu'en fait les tâches subalternes c'est de la merde et qu'il faut pas les faire. Et je suis rappelé à l'ordre souvent par ma femme. Des fois je la néglige sexuellement, ce qui est honteux dans ma position, quoi. Et il n'y a pas moyen. C'est dur en fait, mais on a plein de boulot à faire. Faut juste conscientiser l'ordre des priorités pour pas se foirer, pour pas commencer à travailler sur une tâche quand il y a une tâche prioritaire qui n'a pas été gérée. Je veux dire, si elle n'est pas en sécurité, votre nana, il n'y a rien d'autre à penser, il faut la mettre en sécurité. Sans déconner. Il faut la mettre en sécurité. Si elle est malheureuse, il y a un problème. Avant de penser à quoi que ce soit d'autre, il faut la rendre heureuse. Et bien sûr, voilà, il faut sa satisfaction sexuelle, il faut passer du temps. En fait, il faut du temps et de l'énergie. Passer des moments de qualité avec elle, quoi. Dans lesquels on va se soucier des priorités à gérer. Donc voilà, c'est évidemment de la provoque. Merci pour ta question. Moi j'ai une question un peu plus technique, c'est sur... Allez, parlons technique. Non mais c'est juste médical, mais sur le fait que vous parliez chez la femme, les organes vitaux, donc plus au niveau ventral, étaient plus résistants que ceux des hommes. Mais dans ce cas, au niveau statistique, pourquoi les femmes qui consomment plus d'alcool, enfin qui sont alcooliques ou qui fument, meurent plus tôt qu'un homme qui fume ou qui... C'est juste ça. Donc la question c'est si les femmes sont plus résistantes au niveau de leurs organes internes que les hommes, pourquoi est-ce qu'elles sont plus vulnérables aux poisons que sont l'alcool et le tabac, les drogues en général? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. On pourrait y réfléchir, on pourrait créer des hypothèses, on pourrait dire qu'elles ne sont pas seulement plus solides, elles sont peut-être aussi plus sensibles, et que justement, elles vont avoir plus de sensations que nous. C'est le point positif quand tu es sensible, tu sens plein de choses, mais bon, le mauvais côté, c'est que quand tu ingères du poison, tu le sens en plus aussi.
Ce n'est qu'une hypothèse, la vérité, j'en sais rien. Et je finis de répondre à sa question et me demander est-ce que mon message s'adresse aux femmes ? Pas tellement. Je suis quand même représentant de ce que je suis. Je suis un homme. J'ai un corps masculin avec des organes génitaux masculins. Et c'est dans cette position que je me permets de m'adresser à mes frérots. Et une femme doit s'adresser aux femmes. Je ne suis pas compétent pour expliquer aux femmes la science de la femme. Je ne porte pas en moi d'ovaire, je ne sais pas ce que c'est qu'être une femme. Ce n'est pas mon rôle. Je ne peux pas parler au nom des femmes, ça serait complètement débile. Je peux juste les motiver, dire ouais, quand j'en vois certaines ce soir dont je sais que vous avez à l'attention d'être féminine, et ça me fait énormément plaisir. Tout ce que je peux, c'est vous encourager. Je trouve ça génial. Ça me facilite ma position d'homme quand je suis en compagnie de femmes comme vous. Je suis vachement plus à l'aise. Je n'ai pas besoin de forcer. Il n'y a pas ce conflit sous-jacent où il y a une guerre de position, une guerre de pouvoir. Mais voilà, tout ce que je peux, c'est être un bon bonhomme à côté des femmes, mais je me vois pas éduquer des femmes. Voilà, c'était pour finir de répondre à ta question, est-ce que j'ai un message pour les femmes ? Je les encouragerais juste à être féminines. Voilà. Moi j'ai une autre question à ce propos. Je voudrais rappeler qu'on a pas mal d'ennuis, notamment parce que l'État a très bien compris que c'était au niveau de notre portefeuille, puisqu'on était indestructible, je vais pas dire idéologiquement, je vais dire politiquement, qu'on tiendrait bon. Il s'attaque de plus en plus à notre portefeuille. Comment développer un communautarisme, je me lance, français et blanc et identitaire, qui serait efficace sans pour tout autant se désengager de notre rôle social et sociétal. Alors, c'est une question a priori, je ne vais pas la répéter parce que déjà elle était trop compliquée, il y a le micro à côté. C'est une question a priori qui est assez technique, politique et militante, et en tant que sex coach, je pourrais dire, attends, moi je fais des programmes d'entraînement sexuel pour les mecs, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Mais honnêtement, j'ai un point de vue là-dessus. J'en parlais dès le début de la conférence, je parlais de la foi que je porte en la solidarité masculine. Et pour moi, c'est une clé de réussite pour parvenir à faire ce que tu parles en fait de communautarisme de la majorité. Parce que c'est nous la majorité quand même. C'est des blancs hétérosexuels de racines chrétiennes en France. Sauf qu'il y a un isolement complet. Et donc tu parles de s'organiser en communauté pour être plus heureux, pour jouir de la fraternité, de la camaraderie. C'est quand même très agréable de voir dans le regard de l'autre des compatriotes. Et c'est pas le cas, hein. Tu vois, en France, quand tu te balades dans la rue, les gens, t'as pas l'impression qu'ils sont là. Toi, t'es mon compatriote, t'es de ma nation. Et vous savez quoi, moi quand je reviens de mes voyages, j'arrive à faire ça quelques semaines. Je rentre en France et je veux parler au boulanger, je vois des gens dans la rue, je vois mes compatriotes. Je dis, je suis là. Bon, bien sûr, j'ai pas ce retour. Hein. Et les gens me voient pas forcément comme ça. Mais moi, j'arrive à tenir ce truc quelques semaines. Après, honnêtement, on est sous influence. On est sous l'influence du système et de cette ambiance. Donc, c'est dur de garder cet amour. Cette forme. C'est pas de l'amour universel. C'est de l'amour fraternel pour ses compatriotes. C'est de l'amour national, en fait. C'est le nationalisme bien compris. C'est l'amour de ses compatriotes. Je sais plus où c'était écrit sur un de vos flyers. Le nationalisme intelligent. Tout en bas là. De l'affiche. Tout en bas de l'affiche de l'autre. Rejoignez le nationalisme intelligent. Et c'est l'idée que je m'en fais pour moi. Le nationalisme intelligent, c'est de l'amour. C'est l'amour de sa nation, de sa culture, de ses racines, l'amour de ses compatriotes. Ça se joue là, au quotidien. Je veux dire, tu peux pas te prétendre nationaliste intelligent, sortir dans la rue, croiser un compatriote, même qui pense différemment que toi, même qui est malheureusement complètement endoctriné, par exemple, ou qui va mal, qui est en mauvaise santé. Parce que moi, les gens que je vois déséquilibrés au niveau énergétique ou au niveau sexuel, qui ont perdu leur identité, je les vois comme... J'ai de la compassion pour eux. C'est pas mes ennemis, j'ai de la compassion. Je vais aider ceux que je peux aider, ceux qui vont assez bien pour que je les aide, ou ceux qui sont assez ouverts, ou qui me donnent assez de crédit pour recevoir mon aide. Pour les autres, je ferai rien, mais je vais pas sombrer dans la haine. Donc voilà, c'est ça ma vision du nationalisme, on va dire, intelligent. Et voilà, j'en reviens à la fraternité. Les mecs ont ce pouvoir, quoi. C'est un pouvoir très masculin. Les filles n'ont pas
aussi fort ce truc de solidarité féminine. Il y a une forme, il y a une forme que je développerai pas. C'est pas mon rôle de parler de ça. Mais nous les mecs, on a ce truc, tu sais, à l'armée ou quand on se retrouve avec des camarades, quand on fait face à l'adversité ensemble, ce truc, les mecs s'entendent bien. Il y a une fraternité, une solidarité masculine qui est une clé de réussite pour parvenir à ce que tu veux, et c'est ce que je veux. Je veux une organisation de la communauté française autour d'unité de la France traditionnelle, que je décrivais au début, je pense que c'était clair, blanche, hétérosexuelle, chrétienne, voilà. Et je rêverais d'une organisation comme ça. Et pour que ça marche, à mon sens, il faut un retour à l'identité nationale, il faut que les gens aient une valeur commune autour de laquelle s'organiser. Elle est là. C'est ça qui fait que vous et moi on discute. Je veux dire, vous vous rendez compte comment on est différents? Non, mais dans les faits, dans notre vécu, vous vous rendez compte quand même. Je suis un extraterrestre pour vous le dire. Et pourtant, vous sentez que je vous aime. C'est pas des couilles, je suis pas en train de le simuler, quoi. Et c'est autour de ça qu'on peut discuter et qu'on se réunit. Et c'est dans ma position d'homme. Vous êtes mes frérots, les gars. Je le sens, ce truc. Je vous vois, je veux votre bien, sincèrement. C'est ce truc qui va me pousser. Et je pense que c'est ces deux trucs. C'est la solidarité masculine qui se développe vraiment que quand t'es un mec, pas quand t'es un peu confus, tu vois, que tu laisses parler tes émotions alors que tu devrais les contrôler, et que t'as une conscience de ton identité nationale. Je pense que des groupes de gens à peu près centrés et éduqués peuvent s'organiser, être les noyaux durs de ce genre de mouvement. Et je pense, malheureusement, c'est peut-être un peu pessimiste qu'à l'heure actuelle, en France, il y a des réseaux patriotes qui ont ce truc que je sens. C'est pour ça que j'adore les réseaux patriotes, que ça soit ER, vous, il y a le MAS, il y a des réseaux patriotes que j'aime beaucoup. Une partie du FN aussi, qui a cette saveur un peu... Jean-Marie Le Pen a cette saveur, à mon sens. J'apprécie le bonhomme. Et oui, il génère cette saveur, tu vois. Et j'ai envie que ça se développe, ça passe par de l'éducation. Et je reviens au message de Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres. J'ai toujours envie de rajouter, éduquez-vous les uns les autres. C'est hyper important, il faut qu'on s'éduque les uns les autres. Mais c'est ce que vous faites, hein. L'Action française organise des conférences, la violence et l'intelligence, c'est ça, non Service de la raison. Voilà, je veux dire, vous le portez en vous, aimez-vous les uns les autres, éduquez-vous les uns les autres. Même si vous ne le dites pas comme ça, je veux dire, c'est ça quand même la traduction de votre amour. Donc, c'est dans les réseaux patriotes que j'ai senti cette opportunité d'organisation de la majorité. Parce que pour l'instant, il n'y a que les minorités qui sont organisées de manière communautaire, la majorité ne l'est pas. C'est là où j'ai senti cet espoir. C'est là où j'ai eu envie de rentrer en France. Parce qu'avant, j'étais un fuyard, tu vois, j'étais tout le temps à l'étranger, je revenais jamais au pays. Et c'est quand j'ai découvert les réseaux patriotes que j'ai trouvé l'opportunité d'être heureux dans mon pays. Que j'ai aussi compris des logiciels qui me permettaient d'aimer mon pays. Ça m'a libéré. Ça m'a au moins autant libéré que tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est pour ça, ma bite est mon drapeau. C'est pas juste ma bite. Ça m'a au moins autant libéré. Ça m'a réconcilié avec moi-même. De comprendre comment aimer la France. Ça m'a transformé. Et c'est ma femme qui m'a aidé. Les Russes sont très nationalistes. Pour elle, c'était pas possible. J'avais des réflexions anti-françaises, comme tous les Français non éduqués sur leur identité nationale. Au début, elle disait rien, assez rapidement, elle voulait me mettre des baffes. Elle comprenait pas, surtout pour elle, en Russie, ils adorent la France, elle comprenait pas que je puisse parler comme ça de la France. C'était impossible. Elle m'a fait réfléchir, en même temps je découvrais Soral, j'ai eu un peu d'éducation, je leur remercie pour ça. Et j'ai rencontré les réseaux patriotes, j'ai senti la fraternité, ce truc-là. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, allez rejoindre vos réseaux. Ça ne suffit pas de lire des bouquins, ça ne suffit pas de voir des écrans qui vous donnent de l'éducation, c'est bien, ça ne suffit pas. Il faut qu'à un moment, ça se transforme en physique, ça soit charnel. Il faut aller rencontrer ses camarades. Sinon, le corps ne s'éveille pas. L'esprit comprend, mais il y a toujours ce déséquilibre. Il faut que le corps comprenne, qu'on voit, putain, lui c'est mon allié, ah c'est mon compatriote, je le sens, on est ensemble. On a cette idée, on a cet amour de la France, on est ensemble, quoi. Donc, pour moi, il n'y a que ça. Il faut développer l'éducation, il faut développer son identité sexuelle pour avoir un noyau dur qui pourrait peut-être organiser des communautés au service du bien commun. Et pourquoi pas sauver la France ? Je vous remercie infiniment. Ouais.
Oh, ambiance Cap d'Agde. Chauffeur de salle. On va- Surtout. Donc en direct du local de l'Action française à Marseille, nous subissons en ce moment un piratage de l'électricité. Action Tifa. Je pense qu'ils vont ouvrir l'assaut dans quelques minutes. Donc suite à une attaque antifasciste, nous finissons la conférence dans le noir. Les membres les plus courageux de l'Action française sont en train de se battre dehors. On compte 2 pertes dans le rang. On fera une cérémonie, une chanson. Vous avez une chanson pour ça, les gars, à la fin. Ils ont une chanson, tout va bien. Non, on va finir. Je disais, moi j'ai l'impression que si aujourd'hui je suis pas en train de me péter la gueule, c'est parce que j'ai l'impression d'être un petit peu en harmonie avec moi-même sur le thème que je choisis pour la première fois de ma vie. Vraiment, j'ai fait plein de choses où je testais. Là, j'ai l'impression d'avoir trouvé. C'est une chose. J'ai l'impression aussi que maintenant, quoi que je fasse, en ayant ça avec moi, en ayant beaucoup plus de conscience sur mon identité nationale et en ayant fait le travail sur mon identité sexuelle, j'ai des bases tellement plus fortes qu'avant et qui sont devenues tellement solides que je pourrais faire différentes choses. Déjà, j'ai la sensibilité de ne pas m'orienter dans des plans foireux ou des projets foireux qui n'ont pas de sens. Mais en plus de ça, j'ai plus de ressources pour réussir ces projets. Donc je pense que c'est pour ces raisons que ce soir ça s'est bien passé. Et voilà, je reviendrai sur la dernière raison pour vous remercier, c'est que vous avez été extrêmement bienveillant et poli avec moi malgré le fait que vous ne me connaissez pas. Vous m'avez accordé une confiance énorme et c'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Buvons à sa santé. Il a très bien parlé, l'enculé. Son papa lui achètera une jolie trompette et son papa lui achètera une trompette en bois avec une trique et le sourire. Avec une trique et le sourire. Et bon Dieu, l'action française!